Bonjour et bienvenue dans La Routine, le podcast qui explore les habitudes de celles et ceux qu'on écoute, qu'on regarde et qu'on admire. Aujourd'hui, j'accueille l'humoriste Elodie Da Silva, dont le deuxième spectacle Tempête émotionnelle connaît un succès retentissant. Elodie vient aussi de lancer le podcast Mon papa à moi, dans lequel elle nous partage des échanges surprenants sur la vie des pères dans le monde du rap. Également entrepreneur aux 1000 projets et maman, Elodie a réalisé son rêve de devenir humoriste il y a déjà quelques années avec son premier spectacle sur un malentendu. Avec un CV grand comme le bras, la routine d'Elodie Da Silva ne peut être qu'aussi riche que sa créativité sans faille. Bonjour Elodie et bienvenue dans La Routine, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup. Quelle belle introduction, j'aime beaucoup. Elodie, dans la présentation de ton spectacle Tempête émotionnelle, on peut lire qu'il s'agit d'un spectacle mêlant humour et réflexion. Est-ce que ça signifie qu'avec l'humour, on peut faire bouger les lignes ? Ah oui, 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 j'en suis persuadée que je dis toujours qu'on peut faire bouger les lignes avec deux choses, le jeu en jouant et avec l'humour. Donc on peut faire passer des messages très sérieux, très profonds, très complexes en utilisant l'humour. Est-ce que c'est ton objectif dans ton travail ? Oui. Ah oui, alors moi, mon outil principal, quel que soit ce que je raconte, ça sera toujours l'humour. Parfois, je dis des trucs très graves, mais avec l'humour, c'est pas que ça passe mieux, mais j'ai l'impression que les gens vont vraiment avoir tendance à être beaucoup plus bienveillants, beaucoup moins se concentrer sur eux, sur leur jugement et sur peut-être leurs petits blocages et leurs limites, et se concentrer sur le message. Donc c'est très bizarre, mais en utilisant l'humour pour masquer le message, bah, finalement, on arrive à mieux faire passer le message. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois très bien Ok. ce que tu veux dire. En novembre 2021, après être devenue maman pour la première fois, tu as lancé la Cool Baby Academy. Donc, c'est une plateforme et application pour apaiser les enfants de 0 à 5 ans et les mamans. Ce premier projet autour de la parentalité a précédé le lancement du podcast Maman se réoriente, la création de ton premier spectacle, donc je le répète, sur un malentendu, et la série d'animation Le Monde d'Even. Je ne vais pas tout citer parce que sinon on en a pour très très longtemps. Mais pourquoi cette passion pour les enfants et les parents ? Alors au début, c'est quand même un projet très égoïste, hein. C'est moi qui deviens maman et qui me redécouvre. Je pense que c'est pas que je savais pas qui j'étais avant de devenir maman, mais je me posais pas trop de questions. J'étais dans la vie, tu sais, on t'avait appris, il faut finir tes études, il faut trouver un travail, il faut avancer, enfin et sans vraiment m'arrêter et me dire mais des questions toutes bêtes, hein. Est-ce que j'aime vraiment le boulot que je suis en train de faire? Non. Moi, ma mère, elle m'avait dit une phrase, c'est resté toute ma vie: «Faut que tu aies un boulot où tu gagnes plus de 2 000 € par mois. Avec ça, tu seras tranquille à vie». Bah, moi, j'ai fait cet objectif-là et j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai eu mon fils et où du coup, bah, la vie, elle a commencé à être, drôlement moins facile, que juste toucher un salaire et puis faire des after work parce que j'adorais les after work et là, je me suis dit: «Bon, ben, il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose qui va pas, clairement. Ça, c'est déjà le premier pas, de l'identifier. Et maintenant, il y a quelque chose à creuser. Et c'est là que j'ai commencé à creuser. C'est pour ça que je dis qu'au départ, c'est quand même une démarche très égoïste. Et si j'avais pas été maman, je pense que je serais sûrement pas assise là, tu vois. Mais c'est là que tout démarre. Bah, égoïste, mais c'est aussi un sujet très universel. On va en parler, notamment à travers ton dernier spectacle, Tempête émotionnelle, qui expose avec humour, donc toujours je te cite encore, tempête intérieure qui révèle une part de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que tu as voulu traiter ce sujet ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier dans ta vie, qu'elle soit pro ou perso, qui t'a donné envie d'en parler ? Oui, je me rappelle, mon fils, il devait avoir 18 mois. Et moi, j'avais toujours dit, quand j'avais mon bébé dans les bras, non mais alors, les mamans qui crient sur leurs enfants, mais je ne comprends même pas que ce soit possible de crier sur ce petit être. Et un jour, il a 18 mois, on vit au Canada à cette époque, et il se jette par terre au milieu de la route. Il neige, la voiture, elle freine doucement, et il reste là, et il hurle, et il veut plus monter dans la poussette. Et en fait, j'ai cette espèce de vague de colère qui monte en moi, mais vraiment comme un espèce de super-héros qui se transforme, tu vois, un peu Dragon Ball Z. Et c'est là où je me dis, waouh, en fait, ça démarre, en fait, ça va pas être si facile que ça. Et il y a le côté un peu juste, oh, mon petit bébé, qui, ce jour-là, vraiment fait un switch. Et je me dis, ok, il va aussi falloir que j'apprenne à gérer mes émotions parce que sinon, ça va être la guerre et on va crier. Mais il y a vraiment eu ce déclic. Je me souviendrai toute ma vie de cette journée-là. Et à ce moment-là, ce jour-là, tu t'es dit, il faut que j'écrive sur ce sujet. Non, à ce moment-là, en premier, il faut que je trouve des solutions pour moi, ne pas être cette maman que je m'étais promis de pas être, qui crie tous les jours. Et je vais trouver des solutions. Et en commençant à chercher et en trouvant des solutions honnêtes, des trucs qui t'autorisent à te planter, à redémarrer, c'est là où je me suis dit, il faut que je les partage. Parce que moi, je regardais beaucoup de contenu sur les réseaux qui me faisait culpabiliser. Tu vois, de maman qui se dit, ben non, mais moi, je crie pas, hein. Ah, mais moi, je crie jamais. Et je trouve que c'est pas ça le sujet, en fait. On a tous eu une éducation différente, une culture différente. On vient tous d'un endroit différent. C'est comment est-ce que je fais pour faire avec le bagage que j'ai. Et moi, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant.
Comment est-ce que tu l'as écrit ton spectacle? Bah, mon spectacle, il est vraiment basé sur mon histoire. Donc, c'est-à-dire que je me suis dit: «Il faut qu'on essaye d'avoir un fil conducteur un peu cohérent, hem et en même temps, il faut que je me livre». Mon premier spectacle, il était beaucoup plus masterclass, donc je donnais des outils, je me livrais pas tellement. Tempête émotionnelle, je me suis dit: «Bon, là, on va se mettre à nu». Donc je parle vraiment, je commence sur mon enfance parce qu'au finalement, c'est ça qui nous construit, c'est notre enfance, nos parents. Ensuite, je parle du père de mon fils, parce que pareil, c'est un sujet dont je ne parle pas du tout sur les réseaux. Et après, je parle de ma casquette de maman et comment je gère le quotidien. Donc, j'ai essayé de le construire en montrant à tout le monde que le moment où tu t'énerves avec ton enfant, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la maman que tu es, il y a ta relation peut-être avec le père ou la mère, ou peut-être pas, justement, si tu es seule. Et ensuite, il y a ton enfant, c'est la relation que tu as pu avoir avec tes parents, ou ta famille, ou tes grands-parents. Donc, c'est comme ça que je l'ai construit. En fait, je l'ai construit. Au début, je voulais faire un spectacle juste sur la tempête émotionnelle de l'enfant. Et après, je me suis dit non, c'est bien plus complexe que ça. Et quand on comprend que c'est bien plus complexe que ça, on est aussi bien plus indulgent avec soi-même. Et alors, est-ce qu'il y a un lieu de prédilection, un moment de prédilection pour écrire ton spectacle, une fois que tu as tout ça en tête? Et pour le répéter aussi? J'étais quand même beaucoup dans la procrastination pour écrire le spectacle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais le fil conducteur et que j'avais tout en tête, j'étais en mode chill, ouais, mais c'est bon, ça va s'écrire, tu vois. Et du coup, moi, je m'isole beaucoup. J'ai vraiment besoin d'être complètement isolée, sans aucun bruit. Moi, il n'y a pas de musique de fond pour écrire. Mais par contre, une fois que je suis sur l'ordi, je ne fais que ça et j'écris, j'écris, j'écris. Et pour répéter, j'aime être en dehors de chez moi. J'aime être en dehors de chez moi pour jouer un petit peu avec les éléments extérieurs. Donc moi, j'allais répéter dans des studios de danse. Ah ouais? Bah ouais, comme j'ai beaucoup de mal à être concentrée, je m'étais dit: «Tu vas répéter dans les studios de danse. Dans les studios d'à côté, il va y avoir du bruit, de la musique, des gens qui crient» et en fait, ça va te forcer à rester concentré et à t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Donc ça, moi, ça a été c'est quelque chose que j'adore faire et c'est ce qui m'a permis après d'être aussi concentrée sur scène parce que quand on a répété dans les studios de danse, il y a un moment, j'ai quand même répété, c'était des cours de claquettes. Je me suis dit: «Mais je vais mourir» et en fait, à côté de ça, quand tu arrives au Casino de Paris, tu te dis: «Mais c'est bien silencieux» et donc tu arrives Que à se passe-t-il? c'est Mettez-moi ça, en des fait. claquettes! T'as le trac avant de monter sur scène ou pas? Hem, j'ai le trac au moment où la lumière s'éteint. C'est-à-dire qu'avant ça, je ne réalise pas du tout. Mais alors pas du tout, hein. Enfin, moi, je suis là avec les équipes, on rigole. Je me limite même oublier que je vais monter sur scène et quand les lumières s'éteignent, pardon, là, ça devient très, très compliqué, mais pendant 5 secondes, parce qu'après, elle se rallume. Donc j'ai ces 5 secondes terribles. Un jour, il y a eu un problème technique, ces 5 secondes se sont transformées en Aïe, aïe, aïe. 30. J'ai cru que j'allais mourir, j'avais les larmes aux yeux et tout et après, une fois que je vois le public, il y a tout qui s'envole. Ouais, tout est réel et l'adrénaline, Mmh. peut prendre sa place. Tu parles beaucoup de ta vie privée dans donc tes spectacles et même sur les réseaux sociaux. Tu as une super communauté qui te suit et qui adore ce que tu fais. Tu as aussi parfois des haters. Alors je dis bien parfois. Ça me fait pas mal rire parce qu'il y a une certaine Philippine, notamment, qui a commenté une de tes vidéos avec un truc du style, «Ça fait des gosses et après ça se plaint». Et tu y réponds avec beaucoup d'humour, comme toujours. Est-ce qu'on peut dire que tes détracteurs t'inspirent aussi? Ah ouais, j'adore. Parce qu'en fait, c'est pas juste le reflet de quelqu'un qui s'est perdu sur Instagram, n'est-ce pas, Philippine? C'est le reflet de beaucoup de choses, en fait. Cette phrase-là, toute maman et j'ai des amies qui sont mères de familles nombreuses, elles se les prennent au quotidien. C'est-à-dire à partir du moment où tu as décidé d'avoir plusieurs enfants, tu ne te plains pas. Donc c'est le reflet de beaucoup de choses et je trouve que c'est important d'y répondre. J'y réponds jamais avec méchanceté, j'y réponds avec toujours bienveillance, mais avec beaucoup de fermeté. Hem et j'adore parce qu'il y a des gens qui après me recontactent en disant: «Ah maintenant j'ai les outils» ou «Je l'ai envoyé à telle ou telle personne». Heu, parce que ces phrases-là, parfois on les porte et même si sur le coup on se dit, «C'est n'importe quoi, j'ai le droit de me plaindre», bah, parfois tu vois le soir seul dans ton lit, Ça ça reste. reste en fait et parfois ça engendre des réflexions et des décisions qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont aucun fondement que cette Philippine qui s'est lâchée sous un poste en fait donc c'est important de démonter tout ça. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de partager autant sa vie privée? De faire confiance à ton public, au point d'être aussi transparente? Je j'identifie pas de choses difficiles. Au contraire, j'aime un peu cette «mission» entre guillemets que certaines personnes, en fait, soient rassurées de par cette transparence. En fait, je reçois souvent des fois, je fais des stories où j'explique que j'ai crié aujourd'hui et je reçois souvent des messages de: «Oh, «Mais j'aurais jamais cru que tu criais». Ah mais moi je crie, hein. Mais je crie, je crie. Donc et ça me va d'être cette personne, en fait,
je suis plus à l'aise avec ça qu'avec le fait de Instagram, c'est des formats très courts et on peut Ouais. vite croire, s'imaginer un monde. En fait, notre cerveau, naturellement, il va regarder une vidéo d'une minute et il va construire toute la vie de la personne avec cette minute, en fait, tu vois. Ah, mais l'éclairage était bien, mais sa maison, elle est belle, mais c'était rangé, mais machin. Moi, je dois avoir, mais probablement et sans aucune exagération, je te jure, une dizaine de machines qui m'attendent. Je tourne sur les mêmes tenues parce que je suis dans une flemme énorme, en fait. Je ne cuisine pas. La dernière fois que j'ai cuisiné, je pense que mon fils avait 2 ans. Enfin, et tout ça, c'est important de le dire, c'est important de le poser. Et c'est important de dire, bah, ça n'empêche pas que je fais des vidéos où je suis apprêtée, où je suis sympa, parce que j'ai envie. Mais quand on me pose les questions, c'est important de répondre avec honnêteté, en fait, et de rappeler aux gens qu'il faut remettre un petit peu d'esprit critique dans tout ça. Et ton fils, alors, qui est souvent sur tes vidéos, c'est trop marrant parce qu'on dirait vraiment que c'est un jeu entre vous et qu'il y prend beaucoup de plaisir aussi. Est-ce qu'il se rend compte un peu de l'impact de tout ce que tu fais et de tout ce que vous faites ensemble? Alors, il se rendait pas compte, mais il se rend compte maintenant que les gens m'arrêtent dans la rue et qui sont très bienveillants et qu'en fait, ils m'arrêtent en me disant des trucs très concrets du genre: «Tu m'as trop aidé avec ma fille de 8 ans, tu m'as trop aidé quand j'ai sorti la mini-série sur le harcèlement». J'ai eu des enfants qui sont venus m'arrêter à Ikea et il a vu. Donc pour lui, sa mère, c'est une star, tu vois? Et quand les enfants m'ont dit: «Grâce à toi, maintenant à l'école, on m'embête plus». Donc c'est ça, en fait, qui lui a fait prendre conscience et il adore ça. Tu peux nous rappeler quel âge il a? Il a 5 ans et demi. Sur ta plateforme et application Cool Baby Academy, tu partages des techniques pour apaiser les enfants, mais aussi les mamans. Si tu devais choisir une technique à destination des mamans, ce serait quoi? Hem, Moi, je dirais, l la danse. Tu vois? Vraiment, vraiment, vraiment. Le fait de, mettre de la musique parce qu'en fait, les mamans, la première problématique, c'est ce bruit constant qu'il y a dans la tête, cette, charge mentale qu'on dit. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, la charge mentale, je ne sais pas si je l'ai». Si tu as un bruit constant dans la tête, qu'il y a rien qui s'arrête, en fait. Si tu dors parfois des nuits de 12 heures et que tu te réveilles fatigué, c'est que oui, en fait, il est là, ton cerveau, il est pas capable de s'arrêter. On ne distingue pas assez, fatigue physique et fatigue mentale. Faut pas me lancer sur des sujets comme ça, tu vois? Mais Si, c'est bien justement, c'est très bien. Je m'attendais mais pas du tout à cette réponse en plus, ouais. donc Et du coup, je trouve que la musique, le fait de mettre la musique à fond et de se lâcher, de danser, c'est un moyen de faire taire ce bruit. Alors, faut faire attention parce que c'est pas une solution profonde, ça va pas traiter vraiment le problème profond, mais c'est quelque chose qui fait du bien et qui est très instantané. Et parfois, on a besoin de se faire du bien de manière instantanée. de passer par le corps. Donc il y a les mamans, mais il y a aussi les papas. Mmh. Tu viens de sortir un tout nouveau podcast qui s'appelle «Mon papa à moi». Donc c'est une conversation, je le rappelle, avec des papas rappeurs. Comment est-ce Mmh. que tu as eu cette idée? On a eu cette idée, avec mon équipe, bah, de par mon histoire déjà, le fait d'avoir un père qui est dans la musique, qui était jamais là parce qu'il était toujours sur les routes, mais qui en même temps et était et est toujours mon meilleur ami. Enfin, moi, mon père, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Donc il avait je sais même pas comment t'expliquer. Aujourd'hui, on est dans cette peur de pas être présent et si on n'est pas présent, on se dit: «Je vais pas être un bon parent». Mon père était jamais là et je te le dis, bah, avant d'arriver dans vos bureaux, j'étais encore en téléphone avec lui, en fait, à lui raconter Oui, ma je t'ai vie et vu. ce que je vais faire. Non, mais voilà. Et tu vois? Et après, je lui ai fait un audio en disant: «Ouais, je te rappelle». Enfin et je me dis: «Mais le tour de force qu'il a réalisé» et donc je me suis dit: «Ça serait bien de lancer un podcast». Aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts sur la maternité, sur les parents et c'est pas juste une question de leur donner la parole parce qu'on n'entend pas assez les pères, c'est pas ça la démarche. La démarche, c'est de leur donner la parole pour alléger les mères, en fait, pour qu'ils prennent plus de place, qu'on pas qu'on les force à prendre plus de place, mais tu sais, parfois, ils demandent que ça, mais vraiment. Qu'on les Mais invite à le ouais, faire. exactement. Donc c'est vraiment ça. Moi, je dis toujours, ce podcast, même s'il est sur les papas, c'est une grosse démarche féministe que de dire: «Viens, on leur fait de la place». Plus on va leur faire de la place, plus ils vont la prendre leur place, tu vois? Si demain, on disait au mec: «Bah, ça y est, c'est quand tu deviens papa, tu peux prendre un congé de 1 an et tu payé», et ben, on leur donnerait de la place, tu vois? Moi, quand j'ai accouché, on était encore à l'époque où, parce que je crois que ça a changé, mais où, le père avait, même pas 15 jours, en fait. J'ai eu beaucoup d'amertume envers lui quand il est retourné au boulot, mais en même temps, il y avait pas le choix, en fait. Il fallait Mmh. qu'il gagne à nouveau, sa vie et le système était fait pour. Donc c'est pour ça que je dis si on lui avait donné de la place, il l'aurait peut-être plus prise et Ouais. donc c'est vraiment ça aussi la vocation de ce podcast. Et pourquoi les rappeurs et pas, les artistes, de la musique en Mmh. général? Alors j'ai une volonté après, c'est un secret, mais moi je tiens pas les secrets, d'élargir les invités et cetera. Mais je me suis dit: «Ça serait bien de commencer avec ceux où on a le plus d'idées reçues», tu vois? On a vraiment ce côté idées reçues de, moi je suis persuadée que, tu vois, quand on prend je vais prendre un rappeur que j'adore, Ninho.
qu'on se dit pas, Nino, c'est sûr, quand il rentre, il donne le biberon, tu vois. Donc, c'est vraiment C'est ceux où on sûr. a beaucoup d'idées reçues, tu vois, où on les imagine juste avec des meufs, des voitures et avec de l'alcool dans les mains. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu vois, le premier épisode qu'on a fait avec Franglish, je l'appelle avant pour préparer l'épisode. Et, euh, et en mode, il avait pas trop le temps pour moi, tu vois, mais parce que il était en train de bercer son nouveau-né de 3 mois et il était à fond là-dedans, en fait. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et je suis persuadée qu'il y a personne qui se dit, Franglish, il fait ses Non. interviews avec son bébé dans les bras, Ouais. tu vois. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Est-ce que le rap fait partie de ton quotidien? Parce qu'on dirait que la musique fait vraiment partie de ton quotidien. Ah ouais, mais vraiment, en fait. Enfin, moi, j'adore ça. Pour te dire, je pense quand mon fils, il avait 12 mois, il s'est fait hospitaliser pour de très, très fortes fièvres. Et je me rappelle, les infirmiers, j'ai encore la vidéo, ils me disent, mais il faut qu'on réussisse à le calmer parce qu'on n'arrive pas, il faut qu'on réussisse à le calmer. Et je leur dis, bah, vous avez une enceinte? Ils me disent oui. Et puis je dis, est-ce que vous pouvez mettre du Niska? Et alors là, ils me regardent, J'adore. genre, mais j'adore ce que c'était des infirmiers. Ils me disent, ah ouais? Et donc, ils se mettent à mettre du Niska, méchant, méchant. Et là, on voit sur la vidéo mon fils qui Génial. s'apaise, tu vois. Parce que pendant toute la grossesse, j'avais écouté l'album de Niska et il s'apaise naturellement. Donc, oui, le rap, Et tu vois, mon fils, quand je lui ai dit, bah, le premier épisode, c'était Franglish, il s'est mis à danser pour la monnaie, faut le donner. Donc, c'est trop mignon, ça fait partie de nous, ouais. C'est génial. En tout cas, ouais, la musique, c'est vraiment un truc, quoi. Pour toi. Oui. Comment est-ce que tu jongles entre ta vie de maman, d'humoriste, de créatrice de contenu, de podcasteuse, d'entrepreneuse? Alors, quand j'ai écrit entrepreneuse sur Google, j'ai eu des petits points rouges, Oui. tu sais, non, entrepreneur. J'étais là, non, ignorer cette modification. Comment est-ce que tu fais pour faire tout ça? Alors, au début, quand je le faisais avec beaucoup de fatigue, beaucoup d'amertume, beaucoup de dureté envers moi-même, tu vois, beaucoup d'amertume en mode regarde son père, lui, il fait 12 projets, il a pas à s'occuper d'un enfant en même temps, tu vois. Beaucoup de dureté en mode mais t'avais dit qu'un bébé ça changerait rien, il faut que tu y arrives, etc. Donc au début, c'était très difficile. Euh, mais j'y arrivais, mais parce que j'étais vraiment très dure avec moi-même. Maintenant, j'y arrive parce qu'il y a des choses que clairement, j'ai décidé que je ferais plus. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, bah, je cuisine pas. Mm. Le linge, il attendra. Le ménage, je ne t'en parle même pas, tu vois. Mais, et ça va bien, en fait. D'ailleurs, ça n'a jamais aussi bien été. Je pense que les moments où tout le monde me disait, waouh, tu gères, bah, finalement, c'était les moments où j'étais le plus malheureuse parce que j'essayais vraiment de tout faire. Là, il y a des choses, j'ai abandonné, j'en ai fait le deuil. Et ça va, en fait. Tu vois, j'avais cette espèce de pression qu'il fallait que j'aille chercher mon fils tous les jours à 4h30 à l'école, sinon j'étais pas une bonne mère. Ça aussi, j'ai mis de côté, en fait. Bah, si j'ai des interviews, si j'ai des rendez-vous, si je dois être ici, là, je suis ici alors que c'est les vacances scolaires, bah, c'est très bien. Il est au tennis, en stage de tennis, et il est très heureux. Parce qu'en plus, c'était une pression que je me mettais à moi-même, hein. Lui, ça va très bien, il va très bien, il est très heureux, tu vois. Donc, et demain, je suis sûre qu'il va me dire, je retourne au tennis, j'espère. C'est c'est ça, finalement, la réalité. Donc maintenant, c'est ça, c'est vraiment ça que je fais. Je fais le deuil de beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de maman parfaite, mais on peut être une maman heureuse et Ah ouais, occupée. ouais, Et une bonne maman. ouais, ouais, ouais. Vraiment. C'est rassurant. Tu es pour ou contre la routine? Euh, Ouais, enfin, ça dépend. Ça dépend. J'ai eu des années morning routine. Quand je te dis, j'ai eu des années vraiment quasiment toute ma vie, en fait. Donc, et là, je pense que j'ai arrêté depuis peut-être 1 an et demi. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis pour la routine en fonction des moments de la vie, en fait. Il y a parfois, ça fait du sens. Il y a parfois où... Parce que moi, je suis du matin, donc je me réveille à 5h tous les matins. Ah Parfois oui, 4h30. Puis je continue le naturellement. sport. Ah oui, oui, vraiment, je suis vraiment du matin. Et il y a eu des moments, en ce moment, où bah, pour moi, c'est plus compliqué de me lever à 5h. Et là, ce que je m'apprêtais à dire, c'est complètement ridicule. Parce que j'allais dire, je me lève plus tard. Je me lève à 6h30. Waouh, c'est la grasse mat. Ouais, non, mais pour moi, c'est ça. Et du coup, la routine que je faisais avant, elle rentre plus. Et au début, j'étais en mode, bah non. Et je mettais mon réveil à 5h. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça n'a aucun sens. Là, tu es dans un moment de ta vie où bah, ça fait plus de sens, ça fait plus de sens. Et maintenant, ma routine, là où avant, c'était... mais vraiment, hein, tu vois, je méditais, je faisais mon thé, après, je faisais mon sport, après, j'écrivais. Non, mais j'étais à fond. J'étais à fond. Waouh. Et maintenant, ma routine, c'est juste me lever avant mon fils pour pouvoir avoir un moment dans le canapé, mais et vraiment à regarder le plafond comme ça, jusqu'à ce qu'il se réveille. Et il me trouve toujours au même endroit quand il se réveille. Donc, et ça suffit. C'est quoi la journée type de Élodie Da Silva en ce moment? Alors, c'est se réveiller, bah, comme je dis, commencer par regarder le plafond, avoir mon fils qui me revient, qui me rejoint. On est hyper en avance à ce moment-là, et je sais pas ce qui se passe. Au moment de partir, on est hyper en retard, tu vois. Ce qui me rejoint à 7h30, il faut partir pour aller à l'école à 8h30. Je pense qu'on fait rien jusqu'à genre 8h15. Et à 8h15, c'est toujours la course complète. Ensuite, je le dépose à l'école.
Je retourne chez moi, je réponds à mes mails. Je passe beaucoup de temps à lire pour trouver des idées pour mes contenus, en fait. Ce que je préfère, moi, dans tout ça, c'est ça. C'est le fait de lire, d'apprendre des nouvelles choses. Ensuite, je fais du sport. Eh oui, maintenant, c'est plus le matin, c'est dans la journée. Et après, ce que je fais généralement, c'est que, je garde pour la fin de la journée toutes les interactions, sociales, les réunions. Après, je vais chercher mon fils. Comme je ne cuisine pas, c'est génial parce qu'il rentre, on joue et on joue souvent dans le jardin. On fait un foot, on fait un mur de tennis contre le mur de la maison. Après on rentre, on mange et puis il va se coucher à 20 heures. Et alors moi, en toute honnêteté, je suis couchée à 20h40 parce que je poste sur les réseaux à 20h30. Et tu verras qu'à 20h40, je ne réponds Il plus n'y a plus personne. parce que je dors. Parce que je suis une lève-tôt, mais je suis une couche très tôt aussi. Alors, qu'est-ce que tu lis pour t'inspirer, justement? Alors moi, j'aime beaucoup lire, des livres, c'est toujours anglophone, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un format, même quand dans la façon dont c'est écrit, c'est très chill. Tu as l'impression de parler à une copine, donc ça me plaît. Et là, en ce moment, je lis des livres sur notre type d'attachement, sur la relation qu'on a eue avec nos parents. Donc, c'est toujours des livres comme ça, soit sur le type d'attachement, soit sur la parentalité. Je lis beaucoup de livres sur la communication non violente. Mais j'ai perdu ce truc que j'avais avant d'être maman, où, par exemple, les livres de Joël Dicker, je pouvais les manger en 2 jours. J'ai perdu ce côté, tu vois, apprécier de lire juste pour le plaisir. Maintenant, si j'apprends pas, tu vois, je me dis: «Mais à quoi ça sert? Je perds mon temps!» Tu vois? Ouais, mais ça te plaît, c'est pas une Ouais. contrainte. Ah non, j'adore ça. Ouais, ouais. Et niveau sport, alors, qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien? Alors je le dis, ce soir, je reprends le tennis. Trop Ce soir, je reprends bien. mes cours de tennis, donc je suis très contente parce que sinon je vais à la salle, je fais de la musculation, je fais du pilates et je cours. J'adore courir. Mais mon vrai kiff à l'époque, c'était le tennis et j'ai abandonné il y a genre, presque 10 ans. Mais en ce moment, je suis dans un nouveau truc, c'est je m'occupe de moi. Et là, tu vois, le côté tennis, on est sur l'ultime objectif, c'était de reprendre le tennis. Et il y a quoi dans ton casque quand tu cours? Du Nino? Non, parce que sinon, moi, je cours et ça se transforme en choré. Et en fait, je cours sur le rythme de la musique. Et Ouais. tu vois, si j'écoutais du Nino, je courrais plus lentement. Donc, quand je cours, j'écoute beaucoup, par exemple, de Calvin Harris, de Kaigo. Je cours en fait sur des beats qui sont très, 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 très rapides pour pouvoir courir un peu rapidement. Et alors, tu parlais du fait de t'occuper de toi en ce moment. Tu as l'impression quand même d'avoir du temps pour toi, malgré tous ces projets, ton fils et cetera. Au final, ça fait quand même partie de tes journées, de manière, assez conséquente. Ah oui, En tout cas, satisfaisante pour toi. complètement, vraiment. Enfin, oui, j'ai maintenant, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, pas du tout, j'avais pas une minute, mais maintenant, ma vie, elle est vraiment organisée. C'est devenu un non négociable, en fait. J'ai été tellement misérable à essayer de tout faire parfaitement alors que j'étais mère célibataire que maintenant, je suis vraiment ma priorité et ah ouais, il y a du temps, hein, et s'il y en a pas, on va le trouver. Parce que temps pour soi, ça veut pas dire forcément, selon moi, temps sans enfant. Donc parfois, j'ai du temps pour moi, mon fils, il est dans la maison, mais je lui exprime que là, moi, j'ai besoin de regarder une série, par exemple, et puis je vais regarder Grey's Anatomy avec mon casque, puis il va être à côté ou en face, il va faire ses Legos, mais le temps pour soi, il peut s'organiser aussi avec des enfants. Alors attention, ça se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr que les 5 premières fois, il vient t'interrompre toutes les 4 minutes, mais finalement, eux aussi, ils apprennent, en fait. Tu as fait une vidéo avec ton fils sur le thème de la célébration, en expliquant la force de la pensée positive, à condition qu'on émette de l'énergie, de l'humour et du fun. Mmh. Alors, je sais que parfois tu cries, c'est toi qui l'as dit, mais est-ce que la pensée positive fait quand même partie de ton quotidien? Oui, oui, complètement. Ça fait partie de mon quotidien, mais je fais toujours en sorte que ça ne devient pas une fausse positivité. Hem, Tu vois, je déteste les gens qui, quand on leur exprime un problème, quelque chose de profond, te disent juste: «Mais lâche prise, la vie, elle est belle», non, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que je suis au fond du trou. Donc, une positivité qui va être réelle, qui va permettre de relativiser, qui va permettre d'observer peut-être ce qu'il y a à côté et qu'on n'avait pas vu, mais pas du tout une positivité qui ignore le vrai problème, en fait, et ça me dérange. Alors, tu nous parlais de Grey's Anatomy. Est-ce que tu as d'autres recos récentes, peut-être un spectacle qui t'a inspiré, un livre, un artiste? Est-ce que tu as des choses à nous partager qui nourrissent ton travail en ce moment ou qui te font juste du bien? Hem, alors, moi, je vais beaucoup voir de spectacles, donc j'adore ça. Il y a un humoriste qui est papa qui s'appelle Solé, que j'aime beaucoup, qui me fait du bien parce que c'est très dans la réalité, c'est très ancré. J'avais été voir il y a pas longtemps le spectacle d'Alban Ivanov qui me en fait, ça fait tellement longtemps que je le suis que,
il me rappelle aussi l'Élodie qui était très légère avant d'être maman, donc j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup toutes ces personnes qui vont me rappeler un souvenir. Et j'ai regardé, le film il y a 2 jours et pour que je regarde un film vraiment, c'est parce C'est que pas ton j'ai truc? bah, je trouve que c'est difficile en fait, je dis toujours: «Je sais pas comment ils font les gens». Tu vois, par exemple, il y a un film que j'aimerais trop voir là, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney. Mais mon cerveau, est-ce qu'il a 3 heures? Je ne Ouais, sais pas en fait, je tu vois? comprends. Même si les 3 heures, elles sont là sur mon emploi du temps, mais je me dis: «Va falloir être concentré, ça va être compliqué» et j'y arrive plus, donc maintenant je suis plus série. Et là, j'ai regardé un film avec, Mister V, je crois et Vincent Cassel et Laura Felpin là, Banger sur Netflix et ça m'a fait trop de bien. J'ai trouvé ça hyper léger, hyper cool, j'ai adoré. Tu plus, contenu, un peu léger, et c'est pas du tout, Ouais. péjoratif, au contraire, plutôt que, des docus, sur des crimes, sur des Bah, ouais, c'est ça. Depuis que je suis devenue maman, les choses quand je les vois, les choses tristes, ça m'atteint, mais à un point où je vais avoir beaucoup de mal à dormir. Enfin, des films, même si c'est des films et qu'on sait que c'est des films qui vont mettre dans des situations pas possibles des enfants, ça devient très compliqué pour moi de regarder. Mmh. Là où avant, ma série préférée, c'était Esprit criminel et j'adorais, mais j'adore alors que c'est vraiment un truc de fou, hein. Enfin, mon épisode préféré, c'était l'épisode où ils expliquent scientifiquement les enfants qui naissent psychopathes avec le gène de Ouais, psychopathe. Et aujourd'hui, c'est des trucs que je peux plus en fait. Enfin, ça me terrifie. ouais, je comprends. Et tu animes 2 podcasts. Est-ce que tu en écoutes aussi au quotidien? Alors pas vraiment, pas vraiment. Si par exemple, je vois un super extrait, sur les réseaux, c'est comme ça que je vais écouter. Donc par exemple, la dernière fois, j'ai vu un super extrait d'un podcast, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'était, une interview de MrBeast où je me suis dit: «Ah trop bien» et j'ai été écouter. Pareil, la semaine dernière, j'ai vu un super extrait, d'un podcast, d'un épisode de Légende et du coup, j'ai été écouter. Mais ça va plutôt fonctionner comme ça parce que comme je suis très réseau, bah, c'est les réseaux qui vont me dire bah, c'est comme ça aussi que j'ai découvert qu'il y avait Banger qui était sorti et que j'ai été sur Netflix. Tu vois, les réseaux, c'est ma télé. Ils prennent beaucoup de place dans ta vie, les réseaux? Ou trop de place? Non, ils prennent pas trop de place. Je suis devenue très, très organisée. Il y a quelques années, je pouvais passer sans problème 5 heures sur TikTok, à être dans le tunnel TikTok. Aujourd'hui, ça va prendre peut-être 1 heure et demie par jour, mais pas plus et ça me va. J'ai un rapport très, très sain au réseau, vraiment. Mmh. Et dès que je sens que le rapport, il commence à être malsain, tu vois? Un truc tout bête du genre: «Ah, j'ai pas posté depuis 2 jours» ou «Ah là là, cette vidéo, elle a pas fait assez de vues», bah, je me force à prendre un recul, en fait, parce que ça peut aller très, très vite. Mmh. Ouais, là, lâcher prise pour le coup. Oui, ouais, ouais. Avant de finir, c'est quoi la pire mauvaise habitude dont tu n'arrives pas à te débarrasser? Bah, ça, c'est le fait que je sois bordélique. J'arrive pas à me débarrasser du fait de ranger mes vêtements quand je me déshabille. Alors ça, mais et je sais, hein, maman, si tu m'entends, je sais que c'est facile, qu'il suffit de prendre un cintre et remettre les vêtements. Mais ça, c'est vraiment le truc, j'y arriverai jamais, je Ouais, mais je comprends. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, on a crois. ça, Mais oui, je sais pas. mais Je sais pas. ça Mmh. semble une montagne qui se transforme en montagne de fringues jusqu'au moment où on n'en peut plus. L'habitude que tu aimerais ne jamais abandonner? Heu, Bien manger. Je Bien mange manger? ouais, je mange bien et depuis que je mange bien, ça fait à peu près 10 ans, que j'ai un régime, alimentaire très précis et je me sens super bien, en fait. Je me sens vraiment super bien physiquement et j'ai une belle peau, tu vois? Oui, Je c'est tu vrai. donc voilà, donc tu vois, bien manger, c'est un truc que j'aimerais pas abandonner et c'est pas facile, hein, parce qu'à la base, je suis très, 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 très gourmand. Il y a pas de fast-food dans ton régime? Ah si, si, bien sûr, il y a du plaisir, à fond. Donc si, il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais pas tout le temps. C'est quoi alors tes habitudes au quotidien pour bien manger? Bah, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Heu, Vraiment, je mange très peu de sucre et je mange quasiment pas, sauf quand je me fais plaisir ou que je sors de produits transformés et surtout, je vois aussi les effets sur mon fils. Il mange pas, de produits transformés à la maison. Franchement, quand on est à l'extérieur, alors il y a pas de problème, franchement. Mais à la maison, le cadre, il est très sain et donc ouais, pas trop de sucre, pas de produits transformés et c'est marrant parce que là, j'imagine les gens qui se disent: «Attends, elle cuisine pas et pas de produits transformés». Eh oui, mais des pois chiches, des haricots verts dans l'assiette et un filet de maquereau pour mon fils, eh ben, il y a aucun produit transformé et l'assiette est complète. Et ça marche? Et ça marche, ouais, j'ai la chance que ça marche donc ouais. Et tu pas un fils, surexcité au sucre? Ouais, clairement. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager, sur ta routine que tu aimerais nous raconter, qu'elle soit professionnelle ou personnelle? Je me suis fait la réflexion en venant ici en me disant: «C'est quoi tes routines?» et je me suis rendu compte que ce
qui est vraiment présent, même par exemple 5 minutes avant de monter sur scène, j'écoute toujours la même musique, Goosebump, tu vois? Et ce qui est vraiment présent, c'est ça en fait, c'est la musique et ça me De Travis Scott? ouais, OK. exactement. Et en fait, ça me remet dans une bonne énergie, pas toxique et qui permet tu sais, je dis toujours que, tu sais, une émotion, c'est pas censé rester, ça reste à peu près 90 secondes et si ça reste, c'est juste que tu l'alimentes et moi, je suis très douée, hein, pour alimenter une émotion. «Ah mais de toute façon, mais ma mère, mais pourquoi elle a dit ça? Mais elle me prend pour qui? Mais machin» et en fait, la musique, ça me permet de venir couper tout ça. Donc ouais, ma routine principale, ça va juste être: mets la musique et après ça va aller. Génial, bah, merci beaucoup Elodie, c'était Merci à super, toi. c'était un super moment et merci à vous d'avoir écouté et regardé cet épisode de La Routine. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, abonnez-vous sur YouTube et sur les plateformes d'écoute préférées, mettez-nous des cœurs, des commentaires et je vous dis à très bientôt.